Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn et Facebook. Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échecs, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Bruno Volant, le patron du groupe Tracé Industrie. Formé chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France, nous retracerons avec lui son parcours professionnel et personnel entre son cher marais de la Brière et Vindry-sur-Turdine, en passant par Paris, Marseille, Strasbourg, Lille ou encore Kuala Lumpur. Avoir son entreprise n'allait pas de soi, mais Bruno se lance en 2001 avec le soutien sans faille de son pilier, son épouse Gisela. Tracé Industrie, c'est l'histoire d'une success story en France et à l'étranger, car on ne compte plus les réalisations du groupe à l'international. C'est également l'histoire d'un binôme de choc que Bruno forme avec Aymeric et de toute une équipe qui œuvre pour faire de cette entreprise innovante un fleuron de notre industrie. Maintenant, place à l'épisode. Allez, c'est parti. Bonjour Bruno. Bonjour Marjolaine. Merci beaucoup de me recevoir chez Tracé Industrie pour parler de ta vie, de ton parcours et puis de cette belle société qui est Tracé. Pour commencer tous mes épisodes de Slice, j'ai une petite question traditionnelle. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit. Oh là là. Là, je pense qu'il faut que je revienne un petit peu à d'où je viens. Hein. Ouais. Parce que je viens quand même d'une région qui est une région, ce que j'appelle la région des métallos. En fait, je viens de la région de Saint-Nazaire. Mm-hmm. Et plus exactement, je viens du marais de la Brière. Ok, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, deuxième plus grand marais après la Camargue. Qui se trouve entre Guérande avec des magnifiques petits villages d'où je viens, de Saint-Joachim et Saint-Malo de Garsac. Tout petit village. Avec peut-être un petit point historique. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, et même à la fin du XIXe, on construit des bateaux à Saint-Nazaire. J'ai eu la chance de remonter un petit peu dans l'histoire de ma famille. C'est que des deux côtés, ils viennent soit d'Ille-et-Vilaine ou du Morbihan au-dessus. Donc des ouvriers agricoles, des laboureurs, des gens qui ont beaucoup de mal à vivre. Et qui descendent en fait sur Saint-Nazaire justement pour construire des bateaux parce qu'il y a du travail. Mmh. On est passé du bois à l'acier d'ailleurs. Et là, les seules terres disponibles pour ces gens-là qui arrivent très pauvres, on leur dit vous allez habiter sur le marais, quoi, qui est inondable tous les hivers, etc. Donc j'ai vécu dans un petit village, je vous disais, dans le marais. Et là, vous êtes dans un contexte en fait où on a la construction des bateaux et on a aussi la construction des avions. Moi, dès que je levais la tête, je voyais que ça, moi, à l'horizon, à 7-8 km, mais comme c'est le pays plat, on voyait que les cheminées des bateaux, les immenses portiques, etc. Donc j'ai vraiment été baigné dans ce milieu-là. Donc tout le monde, mes oncles, mes grands-parents, tout le monde était, même mes parents, étaient dans le monde des métallos, en fait, du travail des métaux. Ok. Alors, quel métier je voulais faire depuis tout petit, je bricole. Hein, depuis tout petit, je soude, je fais on s'est construit des pêcheries, on était toujours à la pêche, on était tout le temps dans le dehors parce que, en fait, je suis d'une famille, on est 4 frères, on vivait dans une toute petite maison de 40 mètres carrés, on dormait tous les 4 dans la même chambre et on était toujours dehors, donc tout le temps dans le marais. Et c'était génial parce que d'ailleurs, quand on reparlera un petit peu de l'entrepreneuriat, je crois que j'ai eu beaucoup d'outils dans cette période d'enfance parce qu'on était toujours en train de bricoler, toujours en train de construire. On m'a posé la question en 3e, je me rappellerai, au collège, quel métier tu veux faire ? J'en savais rien, comme 95% des collégiens. J'ai dit je veux faire pâtissier ou gardien de la paix.
Je me rappelle avoir répondu ça parce qu'il fallait répondre quelque chose. D'accord. Voilà. Mais en fait, à l'école, je faisais pas grand-chose. Ça te plaisait pas? C'est pas que ça me plaisait pas, mais j'avais beaucoup d'occupations à côté. Entre arrivé en troisième, j'étais plus préoccupé pour passer mon permis de chasse. Ah oui, d'accord. J'étais plus occupé par ça. Nos parents, eux, ils attendaient qu'une chose, c'est recevoir le bulletin. C'était soit qu'ils nous mettaient une rouste ou voilà. Donc on n'était pas bien suivis. Ouais. Donc j'ai suivi en fait ce courant. Ouais. Et je suis allé au lycée technique pour faire de la chaudronnerie. Chaudronnerie, voilà. Déjà. Ouais. Donc je suis chaudronnier. Et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer mes études. D'accord. Donc j'ai vu une annonce à Nantes pour entrer chez les compagnons du devoir. Tu savais ce que c'était? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'entendais un petit peu parler, mais je connaissais pas. Et donc je suis monté à Nantes et j'ai passé un test durant une journée. Bon, les tests psychotechniques, maths, français, trucs classiques. Mhm. Et je suis ressorti de là complètement tétanisé. Parce que cette maison est magnifique, mais elle est comment dire, en pierre. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup d'œuvres qui m'avaient assommé dans cette grande bibliothèque où j'avais passé. Trop de choses, trop. Oui, j'étais pas habitué. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi ce truc là? Je vais rentrer au monastère là, je vois tout là. Donc voilà, et puis suite à ça, il faut revenir une semaine. Et pendant une semaine, vous êtes avec les étudiants en place, vous êtes avec. On vous envoie dans une entreprise pendant une semaine. Ah oui. Où là, vous allez refaire tous les soirs des tests, des tests métiers. Et on va aussi vous juger sur votre capacité et votre vie en communauté. Donc tout ça, ça fait partie de la sélection. C'est la sélection, okay. Ouais. C'est la sélection. Et puis j'ai appris après que j'étais pris à Lille, à Villeneuve d'Ascq exactement. Donc là, on est en 1986. Et donc même 1985, j'ai 19 ans. Ouais. Ok, donc la sélection se fait à Nantes et après, tu es dispatché dans différentes... Tu rentres dans une entreprise ou dans une école Alors, tu arrives... alors moi, j'ai pas eu de chance parce qu'en fait, je suis arrivé là-bas. Donc normalement, toute la journée, tu es en entreprise. Oui. En stage. Tu as des cours tous les soirs et tous les samedis. Puis après, tu as différents stages qui se font à travers la France. C'est 1 an par ville. Okay. Et en général, c'est entre 4 et 6 ans pour atteindre le titre de compagnon de devoir. D'accord. Et j'ai pas eu de chance parce qu'en fait, j'ai fait un aller-retour parce que j'ai pas eu... ils m'ont pas trouvé l'entreprise accueillante. J'étais pas le seul. C'était une année un peu pas compliquée. Donc je suis rentré... je suis revenu chez mes parents. Et là, c'était un peu compliqué parce que c'était compliqué pour eux aussi, financièrement, etc. Mais bon, j'ai travaillé, je ne me suis jamais arrêté. Ouais. Beaucoup de solidarité avec mes amis, mes amis d'enfance, où là, j'ai fait des boulots, j'ai fait toutes sortes de travail, quoi. J'ai travaillé dans des boîtes de nettoyage, dans des chantiers, bien sûr. J'ai fait un peu de chaudronnerie, etc. C'était très complexe, mais j'avais quand même en tête de repartir chez les compagnons. Et ils m'ont rappelé donc après 6 mois, donc ils m'ont dit voilà, il faut revenir à Lille, votre place est là, donc je suis reparti. Ouf, t'étais soulagé de quitter un peu ce... Oui, puis j'avais surtout le couteau entre les dents, ouais. Parce que j'ai vu surtout ce qui était complexe, les boulots difficiles, les boulots pénibles, j'ai vu tous ces gens qui souffraient, tous ces gens qui étaient en charge de famille, qu'on exploitait aussi, j'ai vu beaucoup de choses terribles, voilà. Et puis j'ai vu aussi surtout que j'étais rentré dans un monde professionnel, un monde de la vie active, où, je prends toujours cet exemple, je travaillais dans une boîte de terrassement, je mangeais à midi avec un monsieur qui était maçon, et ce monsieur, il avait du mal à respirer en mangeant, il buffait. Il avait 67 ans, il ne pouvait pas partir en retraite parce qu'il avait très longtemps sans être déclaré. Ouais. Et en parallèle, j'avais le père d'un copain, moi, qui était au chantier naval, qui lui partait à 54 ans en retraite avec des conditions intéressantes. Donc là, je me suis dit, je rentre dans un monde qui est quand même compliqué et qui n'est pas égal, quoi. Donc tu arrives à Lille, ta première entreprise... J'arrive à Villeneuve d'Ascq, donc je suis stagiaire. Ouais. Donc stagiaire, donc quand vous rentrez chez les compagnons du devoir, vous êtes stagiaire pour devenir un jour aspirant au bout de la première année, qui veut dire aspirant, aspirer un jour à être compagnon du devoir. D'accord. Donc là, il y a une sélection qui est quand même déjà drastique, mais pour moi... Et tous les ans, tu as un examen où tu oui, passes un grade... bien sûr, il y a des examens, des concours, des examens soit reconnus d'État. Ouais. On passe des différents... ça peut être
On a passé des compléments, par exemple de CAP de traceur, dessinateur. On peut passer un BTS si on n'a pas le BTS. On peut passer différents examens parallèles, mais aussi des examens internes. Ok, aux compagnons, ouais. Oui, donc des promotions ouvrières qu'on appelait, etc. Des trucs assez complexes. Et on doit aussi faire une petite œuvre en fin de première année quand on est stagiaire. Ok. Pour devenir aspirant, un jour aspiré et être compagnon. Et là, vraiment, les portes du Tour de France s'ouvrent. D'accord. Et donc ce qui est génial, la première année est quand même vachement cruciale. Ouais, elle est cruciale. C'est la première année qui est... faut que tu la réussisses pour faut la réussir. Après, faut vraiment la réussir. Et puis, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est une philosophie particulière parce que je pense que c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'on est complètement conditionné par l'excellence. Hein. On veut faire de nous des gens d'excellence. Quand je dis qu'on travaille toute la journée en entreprise, le soir vous avez des cours et tous les samedis vous avez des cours, mais dans une ambiance qui est géniale, une ambiance de communautaire, qui m'allait bien. Hein. Imaginez-vous, moi j'arrive de mon petit village, on est plusieurs dans la même chambre avec mes frères à se la partager, et là je rentre dans une chambre où on a chacun un bureau, chacun son armoire, sa douche et tout, c'est top. C'était top. Donc moi la communauté, si c'est ça, ça me va bien. Ça me va bien, voilà. Donc je réussis ma première année et je travaille. Tu te souviens de l'œuvre que tu as faite ? Moi j'avais travaillé, on m'avait fait faire une petite pièce pour aménager les cuisines, j'avais fait la table du chef en inox, j'avais trouvé un truc sympa. Ouais. et après la richesse c'est le voyage. Ouais. Donc le voyage, la retransmission. Et surtout ce qui est intéressant c'est de pouvoir changer l'activité tous les ans. C'est-à-dire vous allez passer, moi la première année j'étais beaucoup dans le pharma, on travaillait beaucoup pour le CRTS, le centre de tension sanguine, beaucoup de pièces en inox très très bien finies. Okay. Et après vous allez passer dans une autre ville, vous allez faire l'agroalimentaire, une autre ville vous allez faire de l'appareil à pression, de la chimie, une autre ville vous allez faire de l'aéronautique, etc. Donc vous arrivez à avoir un niveau d'une certaine polyvalence. Déjà vous allez voir dans quel secteur vous allez vous orienter, et puis ce qui permet de se muscler et d'être de très bon niveau et de s'adapter. D'accord. Donc voilà, le Tour de France a démarré. Je suis parti à Grenoble, qui dépendait de Lyon. Après, je suis parti. Je devais faire mon service national. Ah oui. Je devais faire mon service national. Donc c'était marrant parce qu'au culot, j'avais entendu parler qu'il y avait un maire à Tours qui a été ministre. Hein, c'est M. Royer, que je ne connaissais pas ni d'Adam ni de Ève. Je lui ai fait un courrier. Je lui ai écrit. Je lui ai dit que ce qui serait intéressant, est-ce que je peux venir à Tours parce que j'aimerais continuer mes études en parallèle, etc., etc. Et puis du coup, j'ai reçu un courrier du ministère de la Défense déjà qui disait qu'ils s'occupaient de mon cas et qu'ils allaient regarder si je pouvais aller faire mon service national à Tours. Et du coup, j'ai été pris à Tours. Donc c'était intéressant parce que du coup, je faisais ma journée dans la caserne, ce qu'ils appelaient, j'étais affecté ministériel, et puis comme ça, tous les soirs, je continuais à aller chez les compagnons du devoir, et à suivre des cours et pas perdre mon année. Voilà. Oui. C'était intéressant. D'accord. Et pendant que tu étais la journée, tu faisais quoi ? Tu avais un métier particulier ? J'étais le métallier de la caserne. D'accord. Donc, donc tu restais dans ton savoir-faire. Ouais, je restais là, c'était assez marrant. Mais j'ai oublié l'épisode avant, c'est qu'avant d'arriver j'ai travaillé à la Fondation de Coubertin. Oui, donc, à Paris. La Fondation de Coubertin à Saint-Rémy-les-Chevreuses, où là j'ai travaillé sur la statue du Bernin qui est au Louvre. Donc la statue qui est juste devant la pyramide. Donc là on a reproduit, je fais partie de l'équipe qui a reproduit cette statue en plomb, qui est l'original, qui est en marbre bien sûr, qui est à Versailles. Et là c'était une belle expérience. Et d'ailleurs j'avais un peu les boules, comme on dit, de quitter pour partir faire le service national. Mais donc voilà, mais j'y retournais quand même tous les week-ends, des fois, pas tous les week-ends, mais pas mal de week-ends où je leur donnais encore un petit coup de main. Mais c'était vraiment une super expérience. Et du coup, j'en ai profité. Je leur ai demandé un courrier à la Fondation de Coubertin et j'ai pu me faire libérer plus tôt. D'accord. Comme on était en 89, bicentenaire de la Révolution, j'ai dit tiens, ils m'ont fait un courrier. Bruno, là, il a une compétence qu'on n'a pas, il faut finir la statue du Bernin. Ils auraient très bien pu la finir sans moi, loin de là. Et du coup, je me suis fait libérer au bout de 8 mois. D'accord. Et j'ai pu retravailler un peu sur la statue. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai été muté à Strasbourg. Et puis à chaque fois, tu sais où tu vas partir après tu sais un petit peu avant, ouais, tu le sais un peu, tu fais des choix. D'accord. Tu fais des choix et puis
Donc j'arrive à Strasbourg, et puis à Strasbourg, je fais ce qu'on appelle mon travail pour être compagnon, la partie industrielle, parce que nous on a deux parties, on a une partie industrielle et une partie artistique. D'accord. Donc j'ai fait ma partie industrielle à Strasbourg, et puis après j'ai été muté à Marseille, où là j'ai fait j'ai fini ma partie artistique, et donc j'ai eu le titre de compagnon du devoir. J'étais assez fier, parce que statistiquement c'est à peu près 7% de réussite, donc c'est... Ah oui. Alors, c'est les abandons, Ouais. c'est la longueur, l'endurance, il faut tenir, c'est la copine qui passe, etc. Donc c'est compliqué d'aller jusqu'au bout. Ok. Et puis bien sûr les examens sélectifs qu'on avait à l'époque. Et ta partie artistique, tu te souviens Oui, j'ai fait la production d'un chien qui est sur la cathédrale de Strasbourg. Donc je l'ai reproduit moi en cuivre. J'ai reproduit en cuivre, qui est exposé d'ailleurs à Strasbourg. Et là, je voulais partir à l'étranger, mais les compagnons du devoir m'ont dit maintenant il faut que tu travailles pour nous en tant que chargé de mission, parce qu'il y a un salarié qui s'occupe de tout ce qui est cours à distance, mouvement des jeunes, etc. Donc ils ont voulu que fallait remonter à Lille. J'étais pas spécialement enchanté, parce que j'avais déjà fait, mais on a quelque chose qui est important chez les compagnons du devoir, c'est un petit peu le devoir nous y oblige. Donc quelque part j'étais un peu redevable de tout rendre ce qu'on t'a donné. Donc je suis monté 2 ans comme chargé de mission. D'accord. Donc voilà, c'était super intéressant. Et en fait tu gérais tous les nouveaux. Voilà, je gérais, et je dépendais du collège des métiers à Paris. Ok. Et donc j'étais toutes les semaines à Paris. Voilà. Donc pourquoi j'étais à Lille, simplement c'est que le responsable, on va dire le délégué du métier de chaudronnier était basé à Lille, et il me voulait à côté de lui, ce qui était un peu normal. Voilà, donc, mais je dépendais de Paris, et j'étais au minimum une fois par semaine au collège des métiers à Paris. Donc super intéressant, beaucoup de contacts avec les syndicats professionnels, la mise en place de nouvelles formations, les expos, le développement à l'international, organiser des voyages d'études. J'avais organisé un super voyage au Canada, etc. Donc vraiment très riche. Pour moi qui avais 23 ans, c'était top. Parce que quand on dit compagnon du devoir et du Tour de France, est-ce que tu as des compagnons du devoir et du Tour du Canada ou du Tour du Japon? Non, le Tour de France, c'est l'association. Après, on a des points à l'étranger. Ouais, d'accord, ok. Où il y a les mêmes formations, où c'est des étrangers qui viennent en France forcément pour se faire former et faire... oui, tout à fait. Il y a des étrangers qui viennent en France, mais après, c'est des points de passage pareil. D'accord. Moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais par exemple, au lieu de changer de ville à Strasbourg, on va à Toronto, pas Toronto, à Montréal, ou on va à Cologne, on va à Londres, c'est pareil quoi. Donc oui, c'est sympa. Ouais, il y a des beaux Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Donc c'est très développé sur l'international aussi, bien sûr. Et ça devient maintenant les jeunes qui rentrent, et puis ça a beaucoup changé depuis une bonne quinzaine d'années. Il faut savoir que maintenant c'est mix. Oui. Maintenant, on a les jeunes filles. C'était un bastion masculin que j'ai connu. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles très dynamiques. C'est génial d'ailleurs qu'on ait pu faire cette ouverture. Ça a beaucoup évolué de ce côté-là, et il y a aussi des nouveaux métiers qui sont rentrés. Donc c'est très intéressant. Ouais. Oui, parce que toi, tu étais multimétier. Non, chaudronnier. C'était juste de la chaudronnerie. Moi, j'étais chaudronnier. Donc chaudronnier, c'est quoi? Chaudronnier, on part d'une feuille et on fait un contenant. Alors un contenant, c'est quoi? Ça peut être un bateau, un avion, une citerne, un chaudron, une cuve, etc. Donc c'est vraiment un métier qui est très vaste. Oui. Et cette définition que je viens de donner, je la donne souvent à des jeunes, des très jeunes, pour qu'ils comprennent. Voilà. Ce que ça veut dire. Donc tu es pendant 2 ans à Lille, où tu t'occupes en fait de l'intégration des formations, de l'intégration des nouveaux, etc. Donc c'est passionnant. Donc je termine, et là je me dis... je voulais pas rester, je voulais vraiment... j'avais fait que des PME, des ETI jusqu'à présent. Ouais. J'avais vraiment envie de faire un grand groupe. Ça, je l'avais dans ma petite tête. Donc j'ai connu Gisela, qui est ma femme aujourd'hui, maman de 3 enfants. On s'est connus là-haut, donc je me suis marié à Roubaix. Ok. Je me suis marié à Roubaix, et j'avais dit, je vais rester encore 1 an. J'ai travaillé pour un copain là-bas, qui voulait développer un secteur inox, des aciers inoxydables. Mais je m'étais donné 1 an à peu près, puis essayer de bouger après, soit en France, soit à l'étranger. Okay. Et puis là, au bout de 6 mois, j'ai été chassé par un cabinet. Donc un cabinet parisien m'a chassé, et il m'a dit, voilà, écoutez, on a une entreprise sur Lyon qui veut développer les marchés extérieurs, tôlerie, etc. Donc je suis descendu. Et en fait, c'était le groupe Renault-VI, oui. qui avait une grosse filiale dans les Monts Lyonnais. Et donc j'ai atterri là.
en 1994. Ça, c'est la raison pourquoi je suis lyonnais. Arrivé ici. Je suis un Lyonnais depuis 1994. Voilà. Et ça a duré 4 ans. Tu rentres chez Renault en tant que quoi? Développement des marchés extérieurs, prototypage, D'accord. etc. Mais basé sur une filiale qui se situait dans les monts lyonnais. Une filiale de 700 personnes qui s'appelait la Comela à l'époque. Et donc, c'était un projet à différentes couleurs, mais on a construit un bâtiment tout neuf. Je me suis retrouvé avec une vingtaine de personnes au bout d'1 an et demi. Et je faisais formation, et puis je commençais à travailler, parce que comme il travaillait à 100% pour Renault VI, c'était de développer la défense, développer d'autres matériels roulants, etc. Donc on faisait beaucoup de prototypes, c'était passionnant. Et puis ça a été racheté, ça a dû être racheté, etc. Moi j'ai levé la main, il y avait un plan social, est-ce que je peux partir? Parce que faire de la série ça m'intéresse pas. Ils m'ont dit non, on vous garde. Donc c'était le groupe Cummins, on m'a proposé d'aller aux États-Unis. Moi j'ai dit ok, cool, j'y vais. Et puis non, parce que Fleetguard est arrivé qui a racheté. Bref, voilà, donc ça n'a pas pu se faire. Et puis là, on me propose un autre cabinet de me dire il faudrait partir en Asie. Est-ce que tu veux partir en Malaisie? Et voilà, donc je suis parti un petit peu plus d'1 an en Malaisie. J'ai travaillé pour le Malaysia French Institute. Ok. Donc 3 mois tout seul, puis ma femme, et à l'époque j'avais qu'une fille, m'a rejoint, on a vécu une belle expérience. Donc là on est jusqu'en début 99. Et tu fais quoi en Malaisie? Donc mise en place d'un gros centre de formation. Ok. Un énorme centre, des métiers du soudage, de la tuyauterie, de la chaudronnerie, avec des gros moyens à l'époque, beaucoup de machines numérisées, etc. Donc il fallait faire tout ce transfert et mettre en place un diplôme qui était reconnu à peu près en France comme un bac+2, qui s'appelait un diplôme en technologie. Ok. Donc voilà, il fallait mettre tout ça, mettre en place les systèmes d'alternance et tout. Donc c'était vraiment passionnant. Et tu sais comment le cabinet de recrutement te trouve ou te j'étais cible? Oui, parce que en fait je commence à être connu parce qu'il y a eu une parenthèse que j'ai pas parlé là non plus. C'est que j'ai été expert aux Olympiades des métiers et j'ai fait 3 concours. C'est ce qui s'appelle maintenant World Skill. Ouais, World Skill, qu'on parlera je pense tout à l'heure, mais voilà, donc j'ai fait 3 concours, donc j'avais une certaine, j'étais assez reconnu dans mon métier. T'étais expert ou t'étais Expert. participant? J'étais expert en 3 concours, donc Amsterdam, Taipei et puis Lyon après en 95. D'accord. Voilà, donc il y a eu ça, donc qui m'a permis de bien connaître aussi le réseau. Je dirais c'est un peu en bouche à oreille, etc. Qui t'ont repéré, qui t'ont ciblé et qui se sont dit voilà, donc, c'est la personne pour nous. Donc c'était intéressant, c'était très intéressant, compliqué pour moi. Je suis parti là-bas avec un anglais très 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 approximatif, parce qu'à l'époque on sortait de l'école, on parlait pas anglais, donc c'était compliqué pour moi. Donc c'était bien que je parte 3 mois tout seul parce que j'ai pu vraiment me concentrer pour essayer de me débrouiller, que ça s'est bien passé. Mais pour ça je motive les jeunes maintenant que bosser l'anglais. Ne souffrez pas comme moi, bosser, ouais. Et c'était juste 1 an. C'était prévu que tu partes que 1 an. C'était prévu parce qu'en fait j'arrivais pour remplacer une personne qui avait démarré et qui n'avait pas pu finir. Okay. Et donc on m'a proposé à l'époque de rester, mais sur d'autres projets. Ouais. Et donc je suis pas resté parce que en fait j'avais déjà mûri en 80. Donc là on est en 99. Début 97, j'avais déjà mûri un projet de création d'entreprise. Ça, d'aussi loin que tu te souviennes, c'est quelque chose, quand tu étais jeune ou quand tu étais chez les compagnons, tu pensais déjà un jour à créer ton entreprise ou c'est venu bien plus tard Non, pas du tout. Pas du tout. Et franchement, encore maintenant que j'y pense, pour moi, c'est vraiment pas une finalité. Okay. Je pense que j'aurais été bien dans une entreprise et puis je pense qu'on peut être bien dans une entreprise. On n'est pas obligé d'être le propriétaire. Ce qu'il faut, c'est une certaine polyvalence, un certain terrain de jeu, on va dire une certaine autonomie dans une entreprise. Ça m'aurait bien été aussi. Responsabilité, etc. Dans la maîtrise d'œuvre, dans l'organisation. Mais voilà, donc non, j'ai jamais eu comme but d'être patron, quoi. Non, pas du tout. Mais c'est juste que ça s'est imposé à toi parce que peut-être t'as pas trouvé l'entreprise qui te plaisait ou juste t'avais ce projet, ça n'existait peut-être pas et donc tu t'es dit je vais le faire, puis on verra. Non, puis j'avais une vision du métier qui avait complètement changé.
J'avais vu que le métier chaudronnier avait vraiment muté vers un assembleur-monteur, etc. Et en plus, ça m'a bien renforcé le fait que je sois en Asie, que le projet que j'avais plus ou moins avec un autre compagnon qui s'appelait François Verdier, qui m'a rejoint après pendant 10 ans, qui lui est un compagnon qui était plus âgé que moi, mais qui m'a vraiment beaucoup donné. Et puis surtout, je l'ai connu, moi, étudiant, j'ai suivi de ses cours à l'époque. Et on avait tous les deux travaillé sur ce projet. Et ce projet, en fait, c'était vraiment plutôt d'être un sous-traitant lambda. Okay. Parce que si j'avais fait comme les copains, j'aurais acheté une plieuse, une machine pour couper, des machines pour assembler, etc. D'être tout simplement sous-traitant. L'idée, c'était plutôt d'apporter autre chose. Autre chose, en plus. Autre chose, donc on avait dessiné, là, j'ai retrouvé ce dessin il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On a dessiné une petite usine avec plein de petites flèches qui sortaient de cette petite usine. Donc transfert de technologie, on parlait beaucoup de ça à l'époque, début des années 2000, surtout sur les pays de l'Est, l'Asie. Bien sûr l'international, le prototypage, l'amélioration continue, amélioration des process, etc. On parlait beaucoup de choses. Quand j'ai démarré, dans mon grenier. Ah oui, quand parce je suis que t'es rentré d'Asie. entre France, ouais. Ouais, je suis rentré d'Asie, j'ai démarré dans mon grenier, donc on a posé les statuts, j'étais tout seul. Ouais. Et c'est vrai que démarrer tout seul avec mon ordinateur et ma caisse à outils et ma 405 break, et aller voir des collègues de PME ou de TI en leur disant je pense pouvoir vous aider à améliorer votre productivité, c'était un peu ambitieux. Donc j'avais fait une flèche qui rentrait dans l'entreprise, qui sortait pas mais qui rentrait, qui était par la formation et l'essence technique. Se faire valider son savoir, se faire valider sa compétence par ce biais-là. Okay. C'est pour ça que je crée en fait, fin 99, une société qui s'appelle Formimprod, qui fait de la formation continue, et on est surtout des sous-traitants d'organismes comme l'UMM, les AFPI, tous ces organismes, voilà. Et je démarre comme ça. Et puis 2001, on pose des statuts donc, pour créer Tracé Industrie. Pourquoi Tracé ? Alors Tracé, c'est comme Formimprod d'ailleurs, c'est très important de travailler sur la raison sociale, sur le nom. Et le tracé, en fait, il y a plein de symbolismes autour de ça. Donc il y a le transfert, il y a la trace, il y a le trait, il y a le C de compétence, etc. Donc il y a les anneaux aussi qui représentent certaines vertus. Donc voilà, donc on s'est bien amusé autour du logo, on s'est vraiment bien amusé. Et ça a toujours un sens d'ailleurs. Donc 2001... tu crées ce tracé. Donc les statuts sont posés. Ouais. Tu savais comment faire ? Ou tu t'es renseigné ? Non, je suis renseigné parce que ce projet, il était vraiment mûr. On avait commencé déjà à faire des recherches. Moi, j'avais commencé fin 97. C'était encore avant de partir en Malaisie. Donc, c'est un truc qui a mûri pendant 2-3 ans quand même. Qui a préparé, qui a fait son chemin dans ta tête. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, bien sûr, tu te renseignes. Tu vas chercher. Tu t'entoures. Puis, administrativement, tu sais pas. Donc, tu vas voir les CCI, tu vas voir... les différents organismes qui peuvent t'amener des éléments. Tu discutes avec aussi des créateurs d'entreprises, des jeunes. Puis au sein des compagnons, comme tu disais, tu vas avoir aussi certains... Oui. Puis donc il y a François Verdier qui est mon ami, qui lui a déjà une entreprise, mais qui est une belle entreprise d'ailleurs, une très très belle entreprise. Et puis qui me dit, écoute, vous êtes des jeunes dynamiques, tu es un jeune dynamique, etc. Ça m'intéresse, je viens travailler chez toi pendant 10 ans. Donc il s'associe avec nous, puis il reste pendant 10 ans pour développer Tracé Industrie, François. Et il a tenu parole, et il est arrivé, il avait 50 ans, il est reparti, il avait 60 ans, quoi. Donc il nous a quittés en retraite en 2013. Donc voilà comment l'aventure a commencé. Par contre, il nous fallait des bâtiments. Ah, oui. Il nous fallait, parce qu'on ne peut pas rester dans le grenier. C'est pas possible. Que c'est ton entreprise de formation là, que tu as créée en 99, elle était basée où ? En fait, c'était juste un tampon, c'est raison sociale. Validé, c'était une raison sociale avec une adresse postale parce qu'on est toujours dans l'entreprise. Oui. Ou dans les centres de formation, on nous demande. Donc, tu n'as pas besoin d'un lieu physique. Non, on n'a pas du coup, on n'a pas de local. Et donc, on monte un projet pour avoir ce qu'on appelle les ateliers relais. Oui. Parce qu'on n'a pas d'argent. Et bien sûr, on cherche sur Lyon, sur le Grand Lyon, etc. Et on avait quand même envoyé un projet sur Tarare. Donc... Et bien sûr, il n'y a que Tarare qui répond. Il n'y a que Tarare qui répond. Ils nous disent, si, venez nous voir. Donc les gens de la communauté de communes, venez nous voir, on est intéressés, vous pouvez être éligible. Et en fait, on est tombé sur des gens vraiment très intelligents
qui se disaient, nous on souffre de la fin du textile, hein, Ouais. il y a eu beaucoup de dégâts. Vous êtes une nouvelle industrie, bon vous démarrez, vous êtes 2 ou 3 peut-être, mais ok on y va. Donc l'atelier relais c'est quoi? C'est qu'on vous construit un bâtiment, on vous finance au départ, puis après vous remboursez un prêt, quoi. En fait c'est comme un prêt. Et c'est vrai que je les remercie souvent hein, quand je peux le faire, parce qu'ils nous ont bien aidés au départ. Mais bon, je pense qu'on a bien rendu l'appareil, hein. On a créé plus de 80 CDI sur le pied de Tara. Mais c'était aussi un pari gagnant parce que faut quand même imaginer quand même quand on arrive ici, on est à... Il n'y a pas d'autoroute, hein, on est à 40 minutes de la 6. Et en 2013, une autoroute arrive, la 89, et on est à 300 mètres du péage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'à 15 minutes, quoi. Ouais. Et c'est top, quoi. Non, c'est vraiment top. Mais bon, il fallait venir. Ouais. On était en fait à l'inverse de l'industrie, Mhm. qui est plutôt sur l'est lyonnais, quoi. D'accord. Et donc tu crées Tracé, ton bâtiment est construit du coup, et tu commences avec quel métier? Parce qu'on en discutait tout à l'heure, tu rentres des métiers dans Tracé Industrie avec l'évolution du travail, du business, des contrats et puis des capacités de Tracé, mais vous commencez par la chaudronnerie, par quel type de métier, qu'est-ce que tu installes pour commencer chez Tracé? Alors, l'idée qu'on a, bien sûr, on a zéro machine, on a juste des moyens d'assemblage, des postes à souder, etc. Ouais. Des moyens de levage. Donc l'idée, on crée un petit bureau d'études. Et là, tout de suite, je me dis, il faut que je travaille par l'alternance. Il faut qu'on se forme nos jeunes, qu'on forme des jeunes, même si on embauche quand même des collaborateurs de bon niveau, mais il nous faut des jeunes qu'on puisse former à nos méthodes de travail et à nos savoir-faire. Donc là, l'aventure commence tout de suite par ce biais-là. Donc, c'est-à-dire que notre force, c'est les études, l'assemblage-montage et la mise en route chez client. Donc on essaye de faire au début des outillages, des petites machines spéciales, et on sous-traite tout. D'accord. Découpe, usinage, on sous-traite tout. On se dit il y a assez de gens qui sont équipés, donc on va tout sous-traiter. Ok. Ça c'est le début, et je pense que on devait peut-être me prendre un peu pour un mytho au départ, c'est que je disais tant que je fais pas 20% à l'international, je serai pas pris au sérieux. Et c'est vrai que quand on est, comme on disait tout à l'heure, 3, 4, 5, faire l'international. Mais en fait, j'ai eu la chance que dès le début, j'ai eu des missions à l'international. Donc j'ai bien travaillé au Vietnam. D'accord. Sur la mise en place de centres de formation aussi. Et comment tu mets en place cet export justement? Au début, c'est tout simplement de la facturation de prestations au départ. D'accord. C'est la prestation. Et ce qui est un truc incroyable, c'est un jour, je reçois un coup de fil par le biais de collègues. Est-ce que tu serais capable d'aller en Turquie pour dépatouiller un truc dans le secteur de la défense? En fait, il y a eu un gros transfert qui a été fait de la cabine, ce qu'on appelle GBC, Ok. qui était à Blainville, dans les usines de Renault VI. Et dans une grosse PME turque, et on a des problèmes, on a fait un gros transfert, etc. Toutes les cabines qui remontent ferrées, il y a plein de problèmes de qualité, donc voilà. Ah ouais. Donc on me demande est-ce que tu es capable, donc j'y vais. Je dis ok, moi je suis prêt à prendre le challenge. Donc on me passe une commande pendant 3 mois. Là on est en 2003. Ouais. On me passe une commande. On me dit pendant 3 mois, tu vas une semaine sur 2. Et tu nous remets ça en place en termes de qualité, d'organisation et tout. Donc c'est ce que je fais. Tu refais le boulot de Renault. Tu repasses derrière en fait. Je suis l'interface. Donc ça se passe bien. Les cabines remontent là-haut. Je passe du temps aussi. Je passe du temps dans les usines de Renault pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Et puis donc pendant ces 3 mois-là, à fin 2003, là, le challenge est bon. Quand les cabines remontent par 8, tout est ok. Et là, mon client, donc le service international de Renault VI, ils me disent pour assurer ce qu'on va faire, on va te garder une semaine par mois. Tu feras l'interface et tout. Donc Okay. Voilà, je pars pour une semaine par mois. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait ça pendant 6 ans. D'accord. Donc j'ai été jusqu'en 2009 avec différentes couleurs. Je me suis D'accord. occupé après du transfert de l'habillage complet, des peintures, des cataphorèses. Tracé à livrer des outillages aussi à une époque, on avait gagné l'appel d'offres, etc. Et c'était une super expérience. Et donc c'est là que j'ai une philosophie, moi, vraiment de rendre responsables les différents départements. Et c'est vrai que j'avais mis en place vraiment un vrai responsable de production, un vrai responsable du bureau d'études qui me permettait à moi de voyager. Ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans ces années-là pour développer. C'était vraiment le départ. Donc
un axe international et un Ouais. axe plutôt outillage, machine spé et un peu de sous-traitance. Ouais. Et petit à petit, on a intégré. Quand on dit on intègre des compétences, mais on a aussi intégré des moyens. Des moyens, parce que quand vous arrivez à un niveau de sous-traitance, vous intégrez des moyens, Oui. que ce soit de découpe, Tu peux t'en occuper toi maintenant, tu Voilà. décides de t'en occuper toi. Deuxième moment important pour Tracé Industrie, c'est 2007-2008. Donc je rencontre Émeric de Monclin, Oui. qui est aujourd'hui mon associé, Émeric, qui est le directeur général, Émeric. Parce que jusqu'à présent, tu étais tout seul dans Tracé Industrie. Avec François, qui Avec est parti, ouais. Et donc Émeric nous rejoint, et c'est marrant parce que je le rencontre d'ailleurs autour de ce projet en Turquie. Il est lui aussi, il est chez Renault Trucks. À l'époque, on n'est plus chez Renault Vie, on est chez Renault Trucks. Ouais. Et je le rencontre tout de suite, on accroche. Lui, il est en train de faire un MBA, l'aventure PME l'intéresse. Et c'est vrai que c'était une belle rencontre. Et puis aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'entend super bien. On est vraiment aux opposés tous les deux. Et lui a redonné vraiment un coup de buzz à l'entreprise parce qu'il est parti sur des plus gros projets, etc. Donc ça a été vraiment, on va dire 2008, une année un peu charnière pour dérouler Tracé. Aujourd'hui, Tracé, on va fêter nos 20 ans cette année. Ouais. On va fêter nos 20 ans cette année. On est 120 personnes. On fait 20 millions d'euros. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. On est basé, donc toujours pareil là, on a à peu près 80 personnes sur le site. On a racheté en 2010 un centre de formation où maintenant on est en capacité à la fois de se déplacer parce qu'on a toujours une quinzaine d'experts. L'entreprise, la première qu'on avait créée, je vous rappelle, Forming Prod. Ouais. Donc on se déplace tout le temps, que ce soit sur des petits sites, sur le PR, sur Naval Group, sur des petites sociétés. Donc on est tout le temps en mouvement, à l'étranger aussi. Et puis on a racheté Soudage Technique d'Auvergne, qui est un centre de formation où on peut recevoir en physique aussi, on a des capacités. Donc voilà. Donc ce pôle-là, c'est à peu près aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires du groupe. Quand même. Voilà. Et puis on a racheté en 2019 une société aéronautique qui est basée à côté de Châteauroux, à Issoudun exactement, qui est vraiment une très très belle société, qui s'appelle Jacques Soudure. Et voilà. Donc là-bas aussi une vingtaine de personnes, donc je vous dis, ça fait un petit groupe de 120 personnes aujourd'hui. Ok, et Tracé, tu es sur plein de secteurs d'activité différents, donc la défense, l'aéro, l'énergie, le transport, ça a commencé, donc tu l'as dit, par l'automobile. Et comment tu arrives à pénétrer dans d'autres secteurs d'activité? On a été très innovant, très innovant. On s'est toujours dit que... Moi je me rappelle toujours quand j'étais étudiant, un compagnon m'avait dit s'adapter c'est en retard. Donc ça me travaille tout le temps, ça. Je me dis, si je fais la même chose que les autres, si je fais la même chose que les autres, ou si je m'adapte au marché, je suis en retard. Il y aura toujours plein de monde, donc on essaye tout le temps d'être dans cette logique-là. Et donc en 2009, un peu par accident, on développe un procédé qui s'appelle le soudage par friction malaxage. Ouais. C'est un procédé de soudage qui a été créé par un Anglais en 1992. Ok. Et nous, on travaille dessus parce qu'il est très peu développé. Et comment tu t'en entends parler de cette technique? Sur de la veille, je ne sais plus exactement te dire, mais bon, justement, le fait d'être toujours été en veille, on le connaissait. Voilà, tu vois ça passe devant. On savait que c'était pas développé, c'était quel état universitaire, voilà. Mais en 2009, nous, on est les premiers à créer une première tête, une première machine. Ouais. 2012, on transforme l'essai. On est les premiers à industrialiser ce procédé en mode série, donc on met 2 lignes de fabrication pour souder les bacs à batterie de la Zoé. D'accord, oui. Chez Renault, la voiture électrique. Et puis, avec Émeric, on décide en 2013 d'avoir notre propre, on va dire, centre de recherche. Donc, on s'auto-crée une première machine. Et puis là, on prend un premier thésard, Hugo. Et puis, on met des gros moyens en recherche. Et là, on est super bien soutenu par la DGA. Ouais. La DGA, c'est vraiment, nous a beaucoup aidé. Donc, la Direction Générale de l'Armement. Voilà. et la DGA nous a reconnus comme société stratégique. Ouais. Vraiment société stratégique, BITD, puis on rencontre des belles personnes comme David Lenoble et puis d'autres personnes qui travaillent aussi dans ce secteur-là, qui croient aussi à la PME et puis surtout qui ont bien compris qu'il n'y a pas que les startups qui innovent, quoi. Ouais. On a aussi les PME qui innovent, les ETI qui innovent, etc. Donc ça c'était donc on est parti sur différents sujets, des sujets rapides, des sujets rapides qui sont subventionnés par le gouvernement. Voilà, on a vraiment fait avancer la règle de l'art. Et puis, autant qu'on était vraiment sur un centre de coûts, mais ça nous a permis d'avoir des codes fournisseurs qu'on n'aurait pas eu vu notre taille. On a pu travailler pour Renault Technocentre, on a travaillé pour Alstom Innovation, Safran, Dassault, Ariane, non
Ariane un petit peu. On a travaillé aussi pour des gens comme, c'est assez marrant, Palvé, qui aujourd'hui sont quasiment des leaders d'une voiture volante, qui sont en Hollande, etc. Donc on a vraiment eu des codes fournisseurs qui nous ont permis d'être mis en lumière et d'être sous les projecteurs. Et 2017, on s'auto-construit encore une grosse machine. On a la plus grosse capacité en Europe. On a une machine qui va souder jusqu'à de la 40 mm d'épais. Après, il y a Landry qui arrive. Landry qui est un deuxième thésard qui vient. Donc, il fait aussi une thèse très intéressante. Après, bien sûr, on a beaucoup embauché des ingénieurs soudeurs, etc. Mais on peut dire que début 2018 a été vraiment une charnière aussi. Et on est devenu centre de profit. Parce que là, aujourd'hui... Tu gagnes de l'argent. Oui, surtout, on a des belles fabrications. On est dans le concret. On est sur vraiment des pièces à forte valeur ajoutée, etc. Des lignes de fabrication complètes pour des grands clients comme Porsche, comme Stellantis, Jaguar, etc. Donc c'est très très intéressant. Et puis aussi pour des gens comme de la défense, comme Nexter ou Arcus, on a pu intégrer cette technologie. D'accord, donc on l'a pas dit, le soudage par friction malaxage, le principe en fait c'est qu'il n'y a pas d'ajout de matière. Non, on assemble uniquement par rotation, vitesse et pression. D'accord, donc tu soudes, tu colles deux plaques. Voilà, c'est avec plein d'avantages. Bon, j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à aller voir notre site internet, www.tra-c.com. Ouais, et puis je mettrai des documents pour expliquer ce que c'est sur l'article qui te sera dédié. Donc ça, c'est un de nos domaines qui nous tire énormément. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça nous tire énormément. On est très content d'avoir cette position de leader européen dans cette technologie. Ouais. D'accord. On en parle souvent, on en parlait d'ailleurs avec Jérôme que j'ai interviewé et qui nous a parlé de Procali sur le sujet des métiers ouvriers et de la difficulté à recruter des gens. Toi, chez Tracé, est-ce que tu as eu des difficultés ? Ça, c'est vraiment mon ADN. Et je crois que c'est ce que les compagnons du devoir m'ont retranscrit. Donc là, la retransmission, et comme je vous disais tout à l'heure, dès le début, on a pris les alternants. Alors, quand on dit alternant, ça va de l'ingénieur jusqu'au bac pro. En passant par des masters, en passant par de la licence, en passant par du BTS, etc. Nous, tous les ans, c'est 7-8. D'accord, oui. Ah, oui. Tous les ans. Donc 7-8, mais c'est du vrai alternance. C'est-à-dire qu'on met des tuteurs, c'est vraiment les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et tu prends des compagnons aussi, j'ai vu. Il y en a un qui passe tous les ans, en général. Tous les ans. Mais c'est vraiment les mettre en condition pour qu'ils soient le plus rapidement possible effectifs, qu'ils s'intègrent complètement, etc. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis, quoi qu'on dise, c'est vraiment la colonne vertébrale de Tracé Industrie. On ne serait pas arrivé là si on ne l'avait pas fait. Ouais. Aujourd'hui, on a une moyenne d'âge d'entreprise qui est 35 ans. C'est pas pour rien. Donc c'est grâce à cette politique. Et surtout, on a des jeunes extrêmement brillants. Extrêmement brillants. Nous, on a des jeunes qui, des fois, les clients nous disent lui, il est super, putain, mais il a que 26 ans. Bah oui, mais ça fait déjà 8-10 ans qu'il est chez nous. Ah bah oui. Donc... T'as pas peur de te les faire piquer ? Alors après, me les faire piquer, c'est le sens de l'histoire. Ouais. C'est le sens de l'histoire. Ça arrive qu'il y en a qui partent parce qu'en montant, ils veulent voir autre chose. Ouais. Ils veulent voyager, etc. Mais ça, c'est le sens de l'histoire. Et puis c'est aussi, pour moi, la formation par apprentissage est très importante et c'est aussi un rôle sociétal. C'est-à-dire qu'on doit le faire. Chef d'entreprise qui ne fait pas ça, à mon avis, il y a un problème. On doit travailler aussi pour la communauté. Est-ce que tu veux parler des produits qui sortent de chez Tracé, des types de produits que vous réalisez ? Oui, tout à fait. Alors, on a différents axes. On travaille à 40% pour la défense, donc on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les véhicules, les véhicules qui sont souvent des véhicules blindés, donc des transports de troupes, où là c'est très intéressant parce qu'on travaille aussi bien sûr sur la sécurité, sur l'environnement. Donc là tous les ans on fait pas mal de choses autour de ça. On est assez fiers d'avoir développé des systèmes d'assaut. Oui. Donc au début avec Arcus, on a développé les systèmes d'assaut pour le GIGN. Et puis après, avec Nexter System, on a pu développer aussi des systèmes d'assaut tout en aluminium qui sont partis à l'étranger. Donc là, ça c'était vachement intéressant. Puis ça nous a permis de vraiment grandir. Parce que quand vous travaillez avec des sociétés comme par exemple la société Nexter System, ce sont des sociétés que je mets souvent en avant parce qu'ils ont signé, mais ils respectent vraiment ce qu'on appelle le pacte PME. Ouais.
Voilà. Ils ont des codes déontologiques, mais ils nous permettent de grandir parce que ils sont pas dans une démarche simplement de clients-fournisseurs. Ils ont leurs experts en interne. Et quand on fait, par exemple, je vous expliquais les systèmes d'assaut, là, on en a quand même fait 32, tout en aluminium, qui se montaient sur les Aravis. Chaque phase technique, on avait un expert en face. C'est-à-dire que quand vous êtes JMPT sur la partie ELEC, il y a un expert ELEC qui va venir, qui va valider. Si on a des interrogations, il va lui, il n'aura peut-être pas la solution, mais il va nous aider. Il va aider on va travailler jusqu'à, étant donné que ça partait d'ici emballé directement sur l'export, jusqu'à vraiment un expert en emballage, en tropicalisation, etc., qui va venir. Donc, et si je remonte même financièrement, on a des acomptes qui nous permettent de travailler, qui ne nous mettent pas en difficulté, etc. Donc, quelque part, ce secteur nous a beaucoup aidé à grandir. Et surtout aussi, c'est un secteur qui est très 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 exigeant sur la qualité, sur la partie normes, etc. Donc ça, c'est un premier secteur. Après, en ce moment, on est très tiré par l'e-mobility. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est carter bac à batterie, contenant, etc., qui concerne bien sûr tout ce qui est voiture électrique. On a des grosses activités aussi en robotique, parce qu'aujourd'hui on est intégrateur en robotique, donc on a des très très grosses activités, que ce soit en soudage ou voire même en manipulation, en brossage, en finition, etc. Donc on monte des lignes complètes. Et puis aussi d'autres secteurs qui nous tirent bien, qui marchent bien en ce moment, comme le ferroviaire. Comme des gens comme Alstom, Bombardier, on travaille pas mal pour la partie, on a créé il l'a créé, nous on est juste partenaire, un de nos brillants ingénieurs qu'on a formé ici, il a créé une société qui aménage les salles de CrossFit. D'accord. Donc sur mesure. Ok. Et donc on lui fabrique tous les éléments ici. Et donc on est content, ça marche bien pour lui. Nous, on a pris des petites parts, Trace Industrie a pris des petites parts dans sa société, qui lui permet aussi de l'aider. Ça s'appelle comment sa société ? Ça s'appelle Fit & Rack. Ok, je mettrai le lien dans l'article. Oui, Fit & Rack est une belle petite société. Donc, mais on a pas mal d'activités de fabrication aussi sur toutes ces structures métalliques, ça c'est intéressant. Puis bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, la partie assistance technique, formation, puis la partie aussi aéronautique, parce qu'aujourd'hui on a une branche aéronautique. Pareil, avec des jolis clients, même si aujourd'hui c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut qu'on garde nos process qualité en place. Voilà. Avec ces multitudes de choses que vous faites chez Tracé, vous devez avoir aussi une multitude de métiers. C'est quoi les métiers les plus importants chez Tracé ? On a un bureau d'études déjà d'une 20aine de personnes. Donc là, on a des concepteurs, ce qu'on appelle les projeteurs. On a bien sûr des dessinateurs, on a des gens aussi sur l'industrialisation, des gens des méthodes. Donc, après, on a un service supply chain, bien sûr, on a le service qualité, on a le service innovation, on en a parlé tout à l'heure. On a bien sûr un service achat, on a un service aussi soudage, donc, qui est piloté par des ingénieurs soudeurs. Et puis si on redescend après, bien sûr, on a toute la ligne qui tourne autour des machines, laser, pliage, usinage. Donc là, on a des gens très qualifiés. Et puis des assembleurs monteurs. Et je suis assez fier parce que ici, tout le monde sait lire un plan chez nous. Tout le monde sait lire un plan. S'ils ne savent pas lire un plan, on les envoie en formation à Clermont-Ferrand, sur le centre. On est à 1h15 de porte à porte. Et puis automaticien, roboticien, et tous les métiers support qui vont avec, l'expédition, la réception, voilà quoi. Les opérateurs robotiques, parce qu'on a aussi nos propres moyens robotisés en interne. Tu crées tes propres machines. Alors le Covid pour Tracé, est-ce que ça a été compliqué ou... Le Covid a été compliqué, surtout tout le monde a eu peur, un peu, parce qu'on a tous fermé au minimum une semaine nos moyens de production. Bon, voilà, comme j'expliquais, on est quand même sur des programmes qui étaient déjà entamés, donc on n'a pas eu trop de problèmes, on a fait plutôt une belle année en 2020. Parce qu'on n'a pas été impacté, si on était à 80% pour l'aéronautique, ça n'aurait pas été pareil. Oui, parce que surtout tu fais 40% de ton chiffre d'affaires en défense. En général, la défense, c'est un temps long. C'est des programmes longs, c'est des programmes longs. Par exemple, le programme Scorpion qui nous tire énormément, qui est un programme assez important. Donc voilà, c'est pas... Non, après,
ce que je pourrais dire pour Tracé, c'est ce qui est important aussi, c'est donc moi en tant que chef d'entreprise, c'est que j'ai surtout une situation familiale très équilibrée. Ouais. Et surtout, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme qui nous permet de... Ça, c'est important de le dire, c'est quand vous êtes chef d'entreprise, il faut... moi, Gisela, elle m'a donné cet équilibre. Hein. Elle m'a donné cet équilibre parce que quand vous êtes à 150%, il faut aussi qu'à la maison, vous ayez un équilibre avec les enfants, etc. Donc ça, c'est très important. Et je crois que ça, c'est vraiment le... Et je crois qu'on en parle souvent avec Émeric, qui est à peu près dans le même cas que moi. C'est très important d'avoir cet équilibre à la fois familial et professionnel et bien sûr aussi être capable de couper le compteur de temps en temps, le vendredi soir et avoir autre chose. D'autres choses, ouais, c'est ça. Tu as dit que tu avais tes 3 enfants. Ils viennent chez Tracé. Je pose souvent la question de la transmission, entreprise familiale. T'es loin de la retraite, mais est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée, de savoir est-ce qu'il y a un de tes enfants qui va reprendre l'entreprise ou pas du tout, c'est pas le sujet, disons que je pense que c'est pas leur rendre service déjà. Ouais. C'est surtout pas leur rendre service, c'est surtout un cadeau qu'on peut se donner, de conditionner des enfants à... Ouais. C'est pas le cas pour l'instant. Bien entendu, ils ont tous travaillé les étés ici. Hein, je pense que ma fille aînée, qui a 26 ans, elle, c'est quasiment sûr que non, parce qu'elle est bijoutière joaillière. Donc, elle est très douée, très brillante. Et je pense qu'elle a déjà un parcours qui est assez incroyable. Donc, elle, déjà, c'est clair que je pense pas qu'elle viendra chez Tracé Industrie. Tu me donneras son contact, je le mettrai pour ceux qui veulent voir ses créations. Ouais, c'est... voilà. Et puis après, j'ai 2 autres enfants, donc une autre fille qui est dans le marketing et la communication, pourquoi pas, et un jour, et puis j'ai mon fils en école de commerce, mais c'est pas du tout le sujet, et je pense que ça serait une grave erreur de penser ça. Je pense que c'est plutôt un cadeau empoisonné qu'autre chose. D'accord. Est-ce que parfois ça t'arrive de faire le bilan, de regarder toute l'histoire de Tracé depuis 99 du coup, et de te dire, est-ce que tu as fait des erreurs ? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, si c'était à refaire, j'aurais fait autrement ? En fait, déjà, la réussite, c'est... faut pas se regarder le nombril, dans le sens que moi, en fait, je me considère, en termes de management de Tracé, c'est un peu comme dans le sport, en fait. Vous arrivez à rien faire si vous n'êtes pas bien entouré, si vous n'avez pas une équipe performante. Donc moi, mon rôle à moi, il est simplement de m'entourer des gens très compétents, et si j'en suis là, c'est grâce à eux, c'est pas grâce à moi, c'est plutôt grâce à eux, en grande partie. Oui, c'est ça, de les recruter, c'est un peu comme un entraîneur. La difficulté, c'est d'avoir l'équipe à chaque fois qui est du bon niveau, parce qu'à chaque fois on monte en division. Quand au début vous faites 2 millions d'euros, et puis 3 ans après vous en faites 7, etc., 12, 13, c'est pas les mêmes équipes. Et c'est là qu'il faut s'adapter, recruter, parce que c'est un peu comme dans une équipe de football, hein, si vous passez de la 2e division à la 1re division, malheureusement ceux qui ont mouillé le maillot, qui se sont battus pour monter, tous ne joueront pas dans l'équipe première. Et ça, il faut savoir aussi l'expliquer à ses collaborateurs, ils vont peut-être pas avoir plus la responsabilité de ce service, parce que ce service est devenu plus important. Les dépasse, en fait. Peut les dépasser. Par contre, il faut toujours les respecter et toujours les mettre en position. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, mais que voilà. c'est... Donc c'est ça, je pense, la difficulté. Et pour que ça se passe bien, c'est ce qu'il faut expliquer, c'est ce qu'il faut organiser, c'est ce qu'il faut faire. Mais je pense que, parce que moi je dis c'est moi et Émeric, hein, parce qu'on est tous les deux, si on y arrive, c'est parce qu'on est entouré de gens très compétents. Alors soit bien sûr on les a formés. Donc on revient encore dans le modèle du sport, c'est qu'on avait notre propre centre de formation interne pour arriver... Pour les espoirs de Tracé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais on n'a pas... voilà. Alors si je regarde dans le rétro, ce que j'aurais... Non, comme ça, qu'est-ce que j'aurais pas fait ou quelle erreur j'aurais pu faire des erreurs de management, on en fait tout le temps. Peut-être que sur la route, j'ai perdu peut-être des collaborateurs parce que j'ai fait des erreurs, mais ça, c'est pas facile. Hein, c'est tout le monde... je pense que personne ne détient la vérité dans ce domaine-là. Par contre, où je suis fier, moi, surtout, c'est d'avoir créé tous ces emplois
c'est vraiment ça qui me rend fier, c'est avoir créé ces emplois. Premièrement, ouais. D'accord. Ta journée type en tant que chef d'entreprise, comment tu vous partagez le temps avec Aymeric? Est-ce que toi, tu as des tâches bien définies selon tes préférences ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins faire, que tu délègues plus facilement? Non, ou non, en fait, tout est... disons, ça change un peu tous les 3 ans, quoi. C'est-à-dire que nous, on a su faire tous les 3 ans de se mettre autour d'une table, soit en travaillant avec un consultant extérieur pour nous aider, c'est sur la stratégie. Okay. Donc, tous les 3 ans, tous les 3 ans, on revoit notre stratégie. Ok. Tous les 3 ou 4 ans, hein, mais oui. là, par exemple, on a fait la stratégie 21 à 25. Ok. On se pose, les tâches sont bien définies, et ça évolue. Comme jusqu'à fin 2017, moi, par exemple, j'étais très, très à l'international. Ok. Je passais beaucoup de temps à l'international. Chose que je fais un petit peu moins quand même, étant donné que j'ai pris la fonction de président de la métallurgie, qu'on pourra parler après. Oui, on va en parler après, ouais. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt plus sur la partie service, une partie commerciale, bien sûr. Aymeric est beaucoup plus sur la partie opérationnelle, la partie, on va dire, direction des opérations, suivi de projets. Et là, justement, dans le cadre de ces stratégies, on a recruté donc Maxime, qui vient d'arriver chez nous au début d'année, qui lui vient de prendre par exemple la position de directeur des opérations. Ok. Fait que voilà, donc même la fonction d'Aymeric et la mienne elle change un petit peu parce on s'est entouré de quelqu'un de très compétent. Donc voilà. Et puis après les organisations changent. C'est à chaque fois que vous passez comme nous, on a eu des croissances à 2 chiffres, des évolutions de chiffre d'affaires importantes. Donc on n'a jamais la bonne organisation. D'accord, ouais. Il faut toujours s'adapter. Il faut toujours la remodifier, il faut toujours faire bouger les gens, les faire évoluer, etc., etc. Donc c'est pas simple, mais c'est passionnant. Tu parlais de ta stratégie 2021-2025, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que ça vient avec la question que j'allais te poser après sur les grands projets pour tracer à venir dont tu peux nous parler, bien évidemment. La stratégie, bien sûr, les grands axes de la stratégie, c'est d'être encore meilleur en termes de ce que j'appelle d'ensemblier. Et je pense que ça ira de plus en plus vers l'intégration. Alors, soit sur la croissance externe, mais aussi sur, pourquoi pas, l'intégration. Et puis, on a une très très bonne nouvelle. On a été éligible, même plus qu'éligible, c'est lauréat du plan de relance. On va avoir une subvention assez importante qui va nous permettre d'accélérer ce qu'on avait prévu peut-être en 2022 ou 2023. D'accord. Sur des moyens justement internes. Il y a ça, donc on va aussi développer l'international. Il faut vraiment là on est à peu près à 20%, il faut qu'on passe à un niveau supérieur. Tu les as atteints tes 20%. Ouais. Mais est-ce que, à nous quand on parle international, on parle vraiment facturation internationale, parce qu'il y a certaines entreprises qui disent on fait l'international. Nous, on va dire quasiment tout ce qu'on fait est international. Mais si on facture en France, pour nous c'est pas l'international. Oui. D'accord. Quand je dis international, c'est vraiment avoir des clients à l'international. Comment tu sécurises ça? Pardon, mais comment tu sécurises? Tu passes par des organismes français? Parce qu'on sait que parfois certains paiements à l'étranger pour faire revenir des capitaux avec certains pays, etc., c'est compliqué. Comment tu gères ça? Non, on travaille avec la COFAS, bien sûr. COFAS, on travaille aussi... bien sûr, on a la BPI qui est vraiment un partenaire de très longue date. Voilà, donc aujourd'hui on touche du bois, mais on n'a pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes, ok. Ouais, on n'a pas trop de problèmes. Et puis, bien sûr, le 3e axe, ça va être continuer à maintenir notre position de numéro 1 en Europe sur le friction stir welding. D'accord, et puis il faut guetter les actualités d'ici quelques semaines. Je ne sais pas si quand tu seras diffusé, ça sera déjà public, mais vous avez construit aussi l'une des plus grosses machines européennes en soudage par friction malaxage pour un client qui est encore tenu secret, mais qui normalement va bientôt communiquer là-dessus. Donc je mettrai aussi une petite note dans ton... c'est gentil. Ouais. Voilà, parce que quand même, il faut le souligner. Donc on en parlait tout à l'heure, tu parlais de l'UIMM. C'est vrai qu'en dehors de Tracé, tu es un homme plutôt pas mal occupé. Parce que tu es le président de l'UIMM Lyon-France et le vice-président du MEDEF Lyon-Rhône. Comment ça s'est fait? C'était une volonté de t'engager ou disons que je participais à ce qu'on appelle le conseil de direction de l'UIMM.
Et puis c'est vrai que je donnais déjà cette impulsion moi, sur l'apprentissage, sur l'alternance, des choses qui me font un petit peu vibrer. Et puis j'ai été un peu surpris, mais agréablement surpris, c'est que des chefs d'entreprise du conseil de direction m'ont demandé si je voulais être candidat en tant que président de la métallurgie, donc que j'ai accepté avec cette feuille de route justement, où on va essayer de donner une grosse impulsion là-dessus, c'est-à-dire sur l'attractivité des métiers, sur la mise en valeur, l'intégration des jeunes, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le fil rouge, avec bien sûr des événements parallèles qui sont les World Skills Lyon 2024, etc. Ah ouais. Et puis surtout, moi, une des raisons que j'ai accepté, c'est qu'il y a une super équipe. Hein. C'est un outil qui est extraordinaire. Déjà, le centre de formation est extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus beaux en France, voire en Europe. Donc concrètement, ça marche comment ? L'UMM, le centre de formation pour les entreprises de la métallurgie, c'est une adhésion ? Non, c'est un centre de formation qui est ouvert à tout le monde. Hein, d'accord. Où là, donc, il y a un gros CFAI, un centre de formation des apprentis, hein, qui va du CAP jusqu'à l'ingénieur, avec des collaborations, ce qu'on appelle les IT2I, avec des partenariats avec les grandes écoles, que ce soit l'INSA, les CAM et d'autres. Et puis, après, vous avez toutes sortes de métiers, des métiers de l'industrie, que ce soit dans la robotique, l'électrotech, le soudage, la chaudronnerie, j'en passe. C'est un outil extraordinaire. Bien sûr, après, il y a l'UMM. Il y a l'UMM, donc avec tout son service juridique, tous les services pour les entreprises. On a différents cercles, le cercle industriel, le cercle des DAF, le cercle des... On amène un tas de services. D'accord. Autour de l'industrie, de ce qui compose par contre, là, il faut être adhérent. Hein. Bien sûr, autour de la convention collective, qui est une convention collective de métallurgie. De la métallurgie, qui est dépendante de l'IMM. Et puis, je suis très heureux aussi de faire partie du bureau national. Et je suis aussi le président de la commission emploi à Paris, et ce qui me permet aussi de mettre en avant tout ce qui peut se faire sur la région. Ouais. D'accord. Et le MEDEF ? Alors, comment c'est fait le MEDEF, c'est un peu indirectement, c'est-à-dire que vous êtes président de l'UMM, donc tu es... Donc je suis vice-président du MEDEF. D'accord, ok. Avec Samuel Minot, qui est le président de la FFB, par exemple. Voilà. Donc on est au bureau. Mais le MEDEF, c'est plus pour les chefs d'entreprise. Voilà, c'est l'interpro. C'est multidomaine. Voilà, c'est interpro. Voilà. C'est interpro, ouais. Ok, j'ai vu aussi que tu étais conseiller du commerce extérieur. Alors ça... pour ceux qui ne connaîtraient pas... le CCEF, c'est en fait le pont entre l'État et le monde économique, pour l'international. Ok. C'est une très vieille institution, donc on est éligible, on va dire, tous les 3 ans. Déjà, contacter, il faut bien sûr... ça, c'est pas comme ça, hein, sur CV, les gens... il faut qu'ils aient des compétences à pouvoir retransmettre, hein, des expériences internationales, etc. Donc voilà, et c'est sur décret ministériel du Premier ministre. Ah oui, d'accord, ok. Donc on en parlait tout à l'heure, les World Skills, donc qui auront lieu à Lyon en 2024. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, c'est l'Olympiade des métiers, mais c'est multi-domaine. J'ai vu que hier, tu avais liké un article sur une jeune fille qui est la championne de France en peinture de carrosserie automobile. Voilà, donc c'est en fait, c'est un concours international. Oui, tout à fait. Alors, il y a les World Skills, c'est plus de 60 métiers, plus de 80 pays, tous les 2 ans. Donc, des jeunes qui ont maximum 23 ans dans l'année du concours. Ok, ouais. Voilà. Donc, on a la chance de recevoir l'international en septembre 2024, parce que avec le Covid, ça a été repoussé d'un an. Ouais. Donc, j'ai fait partie de la délégation en août 2019 à Kazan. Parce que le concours international a lieu tous les 2 ans. Le prochain 2022 à Shanghai. Ok. Et 2024 à Lyon. La dernière fois que Lyon a organisé un concours, c'était en 1995. D'ailleurs, j'étais expert, c'était à Lyon. Donc, j'ai eu la chance de partir avec la délégation qui est allée soutenir la candidature qui était sous la demande aussi du président de la République. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, du coup. Tout à fait, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et on était en concurrence avec Aichi, une ville japonaise. Ok. Donc voilà, donc plus de 80 pays, ça veut dire plus de 80 délégués qui ont des voix pour voter. Et on est content, donc on est parti avec une délégation de représentants, UMM, CCI, Chambre de métier, Fédération du bâtiment, et puis donc Madame la ministre du Travail, Emmanuelle Pénicaud. Maintenant, tout est à faire. Hein. Ouais. Donc là, il faut
former des jeunes à travers des sélections régionales, à travers, après les sélections régionales, il va y avoir des sélections nationales. Donc là, on vient de finir la phase 1 des sélections nationales, mais la vraie sélection nationale aura lieu en janvier 2022 à Lyon. Ouais. Et là, les premiers de chaque métier partiront à Taïwan. Il y a combien Pas à Taïwan, à Shanghai. À Shanghai, ouais. Il y a combien de métiers, tu disais? Un peu plus de 60 métiers. 60. Ça touche tout, c'est-à-dire ça va toucher autant les métiers du service, les métiers de l'agroalimentaire, les métiers du bâtiment, de l'industrie, les métiers de l'informatique. Il y a des épreuves comme par exemple la cybersécurité, les drones. Et voilà, J'ai vu qu'il y avait des fleuristes parce qu'il y a une super vidéo sur le site de l'UMM. Il y a un espèce de petit teaser qui annonce justement la sélection de Lyon. Ça donne envie t'as envie d'aller voir ce concours parce que c'est tellement... Ouais, c'est exaltant et ça donne envie d'y aller, d'aller soutenir l'équipe France, en fait, c'est ça? Tout à fait, et il faut quand même être conscient que septembre 2024, Lyon devient la capitale mondiale de la formation professionnelle. Donc c'est un gros enjeu, très très gros enjeu. On va devoir mettre en avant tous nos métiers et surtout être compétitifs. Et pour moi, c'est une super opportunité pour moi et puis tous mes collègues adhérents à l'UMM. On a une super opportunité pour rendre nos métiers attractifs. C'est un super fil rouge. C'est un super fil rouge. Et moi, d'ailleurs, au niveau de tracé industrie, j'ai fait le tour de tous mes jeunes qui avaient l'âge. Je leur ai pas donné le choix. Et donc, je suis content. On a un champion là. On a le champion en soudage qui est le champion régional qui va représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va se battre pour qu'il aille en Chine. Compte sur lui. Voilà, on avait même un autre jeune qui a fait deuxième en DAO. Ah oui, d'accord. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fait une super cohésion dans l'entreprise parce que tout le monde est derrière, quoi. Ah ouais. Tout le monde est derrière le champion, etc. C'est top. De toute façon, vous êtes un peu une entreprise un tracé industrie, un esprit de corps parce que vous faites quand même beaucoup d'activités entre vous, notamment les courses, non? En fait, on adore le sport. On adore le sport. Moi, j'en fais beaucoup. Je fais quasiment 4 fois par semaine. Bon, ça tourne autour bien sûr du running et puis du vélo. Et puis, Émeric, c'est pareil. Et puis, une grande partie des effectifs. Ça, c'est un des avantages d'avoir une société de moyenne d'âge 35 ans. Donc, c'est sympa. Donc, ça nous permet aussi, grâce à ça, de faire de la cohésion et faire des activités communes. On a pu faire des run and back, on a pu faire des équidènes, on a pu faire s'inscrire à des compétitions, des trails à plusieurs, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et bien sûr aussi tous les midis. Tous les midis, il y a des départs ici. On n'est jamais tout seul quand on a envie de faire du sport entre midi et deux. Pendant l'heure du déjeuner, il y a toujours du monde pour en faire, c'est bien. Puis il y a un vélo électrique à disposition, donc pour les gens qui veulent un truc un tout petit peu plus doux, voilà. Pour faire genre, je fais du sport. Donc il y a une vie au-delà de tracé, comme tu t'en parlais tout à l'heure, en disant que le vendredi soir, tu peux un peu fermer la porte professionnelle. Qu'est-ce que tu fais à part courir ? À part faire des marathons, etc., est-ce que tu as d'autres passions, d'autres occupations Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'adore être dehors. C'est qu'un maximum, j'essaie d'être dehors un maximum. Je suis un apiculteur touristique, on va dire. J'ai des ruches depuis 10 ans. D'accord. J'ai une petite dizaine de ruches. Ah oui, quand même. Bon, c'est pas moi qui bosse, c'est les abeilles. Mais ça, c'est un truc qui me passionne, ouais. Et puis, j'aurais continuer dans ce domaine-là. J'aime beaucoup la permaculture, j'aimerais pouvoir en faire aussi, etc. Donc ça, c'est des trucs je pense qu'on revient un petit peu à nos origines. Comme on dit souvent, on est victime de notre éducation. Ouais. Donc on revient un petit peu à nos origines. Voilà, donc ça, c'est des trucs qui me plaisent. Et puis surtout, être un maximum dehors, quoi. Moi, le week-end, j'adore être dehors, j'adore aller à la montagne. On est dans une région qui est magnifique ici. On est tout de suite en altitude. On a de la vigne, on a des lacs, c'est top. Tes parents, ils t'ont vu à la tête de tracé industrie ? Oui. J'ai toujours ma mère, bien sûr. Ouais. Ils sont assez contents. Et pour eux, vu que tu nous as parlé de ton background familial, je me permets de te poser la question. Pour eux, tu sais ce que ça a représenté pour eux de te voir
Bah, déjà de devenir compagnon. Ouais, ils sont fiers, ouais, ils sont fiers, mais nous on est Bretagne, donc les gens s'expriment pas trop. Ouais, on garde les sentiments pour Voilà, nous. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais ils sont contents, ouais. Ils sont Ouais. très contents, ouais. Ouais, ok. J'ai lu dans un article que tu étais un des ambassadeurs de la French Fab. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et puis quel est ton rôle? Bah, en fait, c'est uniquement une bannière. Hein. Ouais. C'est une bannière que tout le monde peut s'accaparer. Par contre, on a beaucoup de chance en ce moment, c'est que depuis quelques années, on va dire, on n'a jamais mis autant en avant l'industrie. Ouais. Hein, on a tellement été banalisé, on a tellement souffert d'une image, d'une mauvaise image. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a jamais mis aussi bien en avant, donc on en profite. Hein. Donc il y a de mettre en avant, d'ouvrir nos entreprises, de communiquer. Bien sûr, il y a la BPI Excellence, il y a la French Fab, on a parlé tout à l'heure des WorldSkills, etc. Donc on a un tas de moyens de communication qui peuvent nous permettre de mettre en avant notre belle industrie. D'accord. Et je me permets de revenir sur l'UMM. Je voulais savoir, selon toi, pour l'UMM, c'est quoi les grands sujets, les grands enjeux, hormis la formation des jeunes? Quels sont les grands enjeux au niveau des métiers de la métallurgie en ce moment Il y en a beaucoup, c'est clair, mais l'attractivité, pour moi, c'est un des plus importants. L'attractivité, la décarbonisation. Ouais. La reconversion des métiers, parce que qui veut dire décarbonisation, qui veut dire nouvelles énergies, on parle de... Et comme je dis souvent, de toute façon, l'environnement passera par l'industrie. Les éoliennes, on les fabrique nous. Le solaire, c'est nous. Le nucléaire, c'est nous. Ouais. Donc, dans tous les cas, l'industrie est l'industrie concernée, surtout l'industrie de la métallurgie. Mm-hmm. Donc, les gros enjeux de décarbonisation, les gros enjeux d'être le plus vert possible. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Il faut vraiment qu'on soit le plus vert possible. Mais il faut du bon sens. Il faut du bon sens. Peut-être recommencer à produire en France aussi et pas aller chercher nos... Avant de produire en France, justement, et d'ailleurs, je pense que l'axe du plan de relance est intéressant, c'est que d'abord, il faut qu'on se modernise. Qu'on soit performant, et après on pourra parler de souveraineté et de relocalisation. On va pas... D'accord. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc ça c'est vraiment l'étape actuelle, et c'est l'étape qu'on doit, et les enjeux qu'on doit réaliser. Et pas se tromper, il y a deux colonnes. Hein. L'environnement, être vert, c'est une chose, mais il y a aussi l'économie, que les gens aient du travail, que les gens puissent vivre dans leur région, puis vivre sur leur territoire. Donc il ne faut pas superposer ces deux colonnes-là, ces deux colonnes qui travaillent en parallèle. Voilà. D'accord. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, notamment des jeunes qui sont en train de se dire « je veux monter mon entreprise », je ne sais pas par quel bout prendre la chose, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour bien s'y prendre, pour bien faire les choses? Premier conseil qui me vient, c'est bien ficeler le projet, ne pas hésiter à bien s'entourer de bien s'entourer de différents conseils. Bon, par contre, les conseils, il faut... Parfois, il y a à boire et manger. Ouais, il faut bien s'entourer. Donc, aller vers sûrement des gens qui touchent un petit peu l'activité qu'on veut développer. Ouais. Ça, c'est clair. Et puis, CAP, CAP, donc il faut de la curiosité. Le C de curiosité. Le A de... audace, et puis le P de passion. D'accord. Voilà ce que je pourrais donner un peu comme conseil. Surtout passion, parce que qui veut dire créer son entreprise, c'est qu'on crée parce qu'on a une passion du métier. Ouais. Et il faut que ça tourne toujours autour du métier. Il ne faut pas faire juste ça parce qu'on pense qu'on va gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. Ouais, non, ça ne marche pas, ça. Ça peut marcher au début, mais ça ne marchera pas longtemps. Ouais. Ok, et écoute, si tu penses qu'on a fait le tour... Non, c'était sympa, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour Tracé Industrie et puis pour toi au niveau personnel. Et puis, merci encore pour ton accueil. Écoute, longue vie à Slice. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Jolène. Bye.
Merci encore à Bruno de nous avoir consacré du temps afin de nous raconter son histoire et celle de Tracé Industrie. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site des Olympiades des métiers WorldSkills France afin de soutenir l'équipe France lors des finales européennes qui se dérouleront en Autriche en septembre. Comme d'habitude, vous retrouverez de plus amples informations sur le site internet de Slice, un article est dédié à cet épisode et à Bruno. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.